Avec cette question ce matin pour le 4e anniversaire des attentats du Bataclan, entre autres le 13 novembre, peut-on vaincre le terrorisme islamiste? Vous nous appelez 0826 300 300, vous continuez de commenter bien sûr sur les réseaux sociaux avec nos invités ce matin. Élise Bogossian, bonjour. Bonjour. Vous êtes humanitaire et fondatrice de l'association Élise Care. Mohamed Sifawi, bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et réalisateur franco-algérien, auteur de ce livre sur comment les frères musulmans veulent infiltrer la France aux éditions de l'Observatoire. Et Monseigneur Dominique Ray, bonjour. Vous êtes évêque de Fréjus-Toulon depuis 2000 et auteur de ce livre « L'islam, menace ou défi » aux éditions Artege. Et vos appels 0826 300 300 avec déjà des appels au standard. Oui, déjà des appels. On va y aller en fait dans un instant. On reviendra sur. Alors vos livres sont exceptionnels et puis ce que vous faites aussi, Élise Bogossian. Non mais c'est vrai. Parfois je ne les dis pas toujours, mais là je trouve que à la fois l'enquête, à la fois aussi ce fameux menace-défi vu par un évêque avec des musulmans sur le terrain, donc dans le diocèse en fait de Toulon-Fréjus, c'est intéressant. Et puis évidemment ce que vous faites sur le terrain dans les camps de réfugiés où il y a encore ces gamins et ces femmes en Syrie qui sont potentiellement encore des bombes ambulantes. Hein. Évidemment, si on n'intervient pas, c'est un travail. Il faut le faire. Il faut avoir le courage aussi de le faire. Juste peut-être en préambule, parce qu'on dit est-ce qu'on peut vaincre, mais est-ce que la menace est toujours là, mais la menace d'attentats tels que ceux qu'on a malheureusement vécu, Mohamed Sifawi. Oui, malheureusement, le terrorisme est protéiforme depuis maintenant plusieurs années, nous le savons, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, le terrorisme islamiste peut prendre différentes formes. Il a frappé en terre, en mer, en l'air. Il a frappé de façon, je dirais, en menace exogène, en menace endogène. Il a frappé en étant, je dirais, sur des process élaborés de groupes comme sur des actions individuelles portées par des gens qui étaient totalement endoctrinés à la sauce salafiste djihadiste. Par conséquent, il est clair que il faut arriver à mesurer avec justesse la réalité de la menace. Il s'agit d'être sur une ligne de crête, en fait quasi scientifique, pour ne pas alerter inutilement les gens et leur faire peur plus qu'ils n'ont peur déjà. Et il faut être sur une ligne qui s'éloigne du déni qui est entretenu par dogmatisme, par certains courants. Et c'est très difficile et c'est pour ça qu'on a des polémiques assez récurrentes sur le sujet, parce qu'il est très difficile de travailler à la fois de façon factuelle, froide et documentée, scientifique sur le sujet du terrorisme islamiste. Ouais. En deux mots, si vous voulez, pour conclure sur cette première question, on ne peut dire qu'on a vaincu le terrorisme islamiste que lorsqu'on aura vaincu la matrice idéologique. Il se trouve que la matrice idéologique, c'est-à-dire cette version de l'islam qui alimente ou qui appelle au djihadisme, est encore portée par des États. Et ces États sont parfois des alliés des grandes puissances. Et il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que nous avons des sociétés, où nous avons des élites, où nous avons des responsables politiques, nous avons des commentateurs qui aiment gonfler les muscles quand il s'agit de dénigrer, et parfois à juste titre, le salafiste du coin, d'un quartier par-ci ou par-là. Mais beaucoup de gens, je l'observe, y compris parfois des religieux, comme ça a été le cas il y a quelques mois, lorsque la Ligue islamique mondiale, promoteur du wahhabisme salafiste, a été qui s'est invité à Paris, qui a convoqué les autorités religieuses, toutes les autorités religieuses, et qu'on a laissé faire. Alors que depuis, on le sait, depuis 30 ans, ce sont eux, enfin, que dis-je, depuis 50 ans, ce sont eux qui financent le terrorisme, enfin, déjà la diffusion de l'islam politique, dans sa version la plus acariâtre, dans sa version la plus détestable, et ce sont eux qui sont les alliés stratégiques des grandes démocraties. Donc quel paradoxe! Le jour où on sera capable politiquement de sortir de ce paradoxe, je pense qu'on fera un grand pas en avant. Oui, écoutez, voilà, c'était une bonne introduction. On va poursuivre dans un instant avec l'ensemble de nos invités et puis vos appels. Hein. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour en débattre. Exceptionnellement, vos appels au 0826 300 300, 9h28, c'est le Grand Matin Sud Radio.
Et c'est la suite de notre enquête ce matin sur les attentats du 13 novembre avec cette question: peut-on vaincre le terrorisme islamiste? Et puis un petit mot, Patrick, oui, parce qu'on vient de l'apprendre aussi. La disparition de Raymond Poulidor. Il vient de s'éteindre, 83 ans. On savait qu'il était souffrant depuis déjà quelques semaines dans son Limousin natal. Et on espérait d'ailleurs qu'il se rétablisse pour le voir à la fin de ce mois où nous serons Sud Radio partenaire à Bergerac de la première nuit du cyclisme professionnel avec les champions actuels et les anciens champions. Malheureusement, voilà. Ce ne sera pas le cas. En tout cas, on lui rendra hommage tout au long aussi de la journée sur Sud Radio. Et ce matin, toujours avec nos invités, Élise Bogossian et Mohamed Sifaoui et Monseigneur Dominique Ray. Vous appelle au 0826 300 300. Alors voilà, on a eu une introduction pour dire que la menace était toujours là. Elle a plusieurs formes, hein, c'est ça. En fait, elle n'est pas forcément telle qu'on l'a connue pas jusqu'à présent, mais en tout cas avec cet attentat du Bataclan. Élise Bogossian, vous travaillez avec votre association humanitaire Élise Care sur le terrain, là où, j'allais dire, Daesh, l'État islamique, a sévi, et vous récupérez des enfants, des familles complètement traumatisées, quoi. Alors, et qui sont des bombes ambulantes potentielles, quoi. Nous travaillons là où Daesh est né. Ouais. Et c'est vrai qu'en 5 ans d'existence sur le terrain, ce qu'on a pu constater, c'est la manière dont ce mouvement a grandi, la manière dont des métastases se sont formées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un territoire où on peut dire que militairement, on a vaincu, on a gagné la guerre contre Daesh, mais l'idéologie, la manière, les millions de graines qui ont été plantées dans l'esprit des femmes, des enfants, des civils, font qu'aujourd'hui, la présence de cellules dormantes, de groupes armés un peu disséminés partout, ça représente pas loin de 200 000 hommes qui viennent continuer à recruter des femmes et des enfants. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Et qui peuvent ensuite être... Parce que vous essayez de les sortir des griffes, hein, si je puis dire, et puis de s'en occuper moralement, psychologiquement déjà, avant tout, quoi. Alors nous, on a un programme, on a des équipes mobiles qu'on forme, des psychologues, des médecins, des pédiatres, des infirmiers qu'on forme, et on a des équipes mobiles dans les rues et dans le centre-ville de Mossoul, puisque c'est vraiment l'endroit où vivent 17 000 enfants dans la rue, sans protection, sans assistance. Ils sont apatrides, puisque ça, c'est la petite vengeance personnelle de Bagdad sur Mossoul. C'est punir toute cette population sunnite qui a participé, qui a été complice de Daesh pendant toute cette période d'occupation. Et donc, ces enfants, aujourd'hui, vivent sans rien, sans protection. Ils ont imprimé la violence comme quelque chose de complètement normal. Beaucoup vivent avec un sentiment, une soif de vengeance et de Mais reprendre. Vengeance à l'égard de qui ? Ils ont été opprimés, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, ils ont la sensation qu'après la guerre, ils ne sont toujours pas considérés. Les femmes vivent dans des camps. On a des quantités de familles, des milliers de familles, y compris des familles de djihadistes qui vivent dans des camps. Des familles, femmes et enfants. Femmes et enfants, oui, pas les hommes. Pas les hommes. Ouais. Les hommes sont souvent très âgés, mais pas les hommes. Et ce sont des familles qui vivent avec aucune perspective d'avenir. À la limite, pour eux, c'était mieux quand Daesh était là. Donc, si un jour un nouveau groupe revenait, pour eux, ce sera l'issue positive. Et nous, on a ces gamins-là, entre autres, parce qu'on a aussi des enfants issus de minorités religieuses, on a énormément. Mais pour nous, le travail, là où c'est plus intéressant pour nous et là où on est le plus utile, c'est d'être là où justement les enfants ont été marqués, ont été enrôlés, ont été endoctrinés. On a des quantités d'enfants qui disparaissent tous les jours, qui sont recrutés par les groupes armés. Avant la parole à Monseigneur Dominique Ray, vous vouliez réagir, Mohamed Sifaoui. Je voulais apporter une précision. D'abord, pourquoi il faut saluer le travail que fait Madame Bogossian avec son organisation. Au-delà de l'aspect humanitaire, évidemment, il y a un élément, je dirais, fondamental et très politique. C'est que les tenants de l'islam politique ont toujours cherché à endoctriner et à ramener vers eux les gens à travers l'action sociale et l'action dite, entre guillemets, humanitaire. Ça a commencé en Afghanistan durant les années 80 et c'est une chose qu'on a vu continuer, y compris ensuite en Irak, en Turquie, au Liban, etc. Ils cherchent à récupérer. Donc il est important de soutenir des organisations comme celle-ci
qui sont de vraies organisations humanitaires, parce que c'est un travail qui est important de réaliser face à des populations qui sont dans une grande vulnérabilité et qui deviennent des proies faciles pour l'islam politique. Si on les livre à ces gens-là, nous avons potentiellement des personnes qui seraient capables demain d'être transformées en bombes. Ce que je disais, des bombes ambulantes, quoi. Et c'est un peu la même chose, c'est ce que vous décrivez dans votre livre aussi, également dans certains quartiers en France aussi, ou bien sûr... l'action sociale. Dans l'action sociale, et donc c'est pour ça qu'il y a des infiltrations. Et vous, Monseigneur Dominique Rey, qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain? Vous êtes, je le rappelle, évêque de Toulon-Fréjus, et vous avez écrit ce livre, L'islam, menace ou défi. Alors je constate sur le terrain, là où je suis, mais aussi j'ai pas mal de liens avec la Syrie. Il y a 15 jours, j'y étais, où le développement d'un partenariat avec les églises d'Orient, là-bas, qui ont été confrontées effectivement au fanatisme religieux et qui a détruit non seulement des immeubles, des églises, mais aussi des vies. Donc je dirais c'est pour moi aussi un instrument de comparaison de ce qui pourrait aussi nous advenir si on n'arrive pas à régler cette question du fanatisme religieux, du radicalisme qui corrompt la société tout entière. Moi je dirais, je me situe moi-même dans une perspective où j'en appelle dans une culture qui doit être la nôtre, favorisant la fraternité et la paix, à une logique de dialogue qui est pour moi inhérente à ma foi chrétienne, et d'arriver aussi à ce que dans l'interprétation qui est faite de l'islam, on trouve des responsables religieux qui aident à donner une interprétation, une vision de ce qu'est le Coran, qui ne cède pas à ce terrorisme, à ce fanatisme, à ce déni de raison qui peut embuer les consciences et conduire au pire. Nous sommes face à une violence religieuse qui menace notre société. Le radicalisme n'est pas simplement devant nous, il est en nous, dans notre société, dans notre corps social. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour vous, vous le décrivez très bien aussi, Mohamed Sifawi, l'islam, pour certains, c'est plus une affaire privée. On veut s'en emparer pour infiltrer toutes les couches de la société, quoi. C'est ça qui est terriblement dangereux, quoi. Depuis les années 80, quoi, grosso modo. Hein. Si vous voulez, initialement, le problème, et c'est la preuve que, en tout cas, l'islam sunnite, qui représente 85% du monde musulman, n'avait pas en vérité vocation à être politique, même si certains entendent le contraire, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans d'ailleurs. La preuve, s'il en fallait, c'est l'absence d'autorité cléricale. S'il y a une absence d'autorité cléricale, c'est qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une spiritualité et de quelque chose de très personnel, que les croyants, lorsqu'ils sont croyants, décident selon leur compréhension de l'éthique et des orientations qui sont livrées par le corpus islamique. Il se trouve qu'il y a deux forces, ou deux pensées, qui ont phagocyté, littéralement, mais je dis véritablement phagocyté, je choisis mes mots, la pensée islamique, qui sont le wahhabisme saoudien, incarné par l'Arabie saoudite, et la pensée des frères musulmans que je décris dans ce livre. Aujourd'hui, nous avons deux États qui utilisent ces deux pensées comme des leviers pour faire ce qu'on appelle communément du soft power religieux, notamment en Occident. Ils ont étendu leur puissance et leur hégémonie dans le monde arabo-musulman, d'abord l'Arabie saoudite, ensuite le Qatar. Il se trouve que ces deux entités, ces deux États, se sont autoproclamés presque comme autorité cléricale. Et c'est une grande escroquerie de l'histoire musulmane. La grande escroquerie de l'histoire musulmane, c'est que nous avons deux États qui se présentent un peu, entre guillemets, comme des Vaticans. Alors que l'islam sunnite, je précise, contrairement à l'islam chiite qui a une organisation cléricale, l'islam sunnite ne prévoit pas d'autorité cléricale. Non, ils ont imposé ce cléricalisme qui leur permet d'utiliser l'islam à des fins politiques. Et c'est ces gens qui utilisent l'islam à des fins politiques qui en ont fait une bombe de destruction massive. Et avec un témoignage au standard avec François qui nous appelle de Béziers. Bonjour François. Bonjour François. Oui, bonjour à tous. Bonjour Cécile, bonjour Roger, bonjour Monsieur Sifawi, bonjour Monseigneur. Oui, alors c'est très difficile effectivement de passer après Monsieur Sifawi qui a une telle pertinence, analyse et connaissance. C'est vrai, on se sent un peu léger avec nos petites pensées de lutte contre non mais on peut contribuer aussi à la réflexion. C'est très difficile après Monsieur Sifawi. Donc voilà, par contre, moi je vais vous donner, si vous voulez, l'avis de quelqu'un de lambda, voilà.
Je pense que oui, nous pouvons, pour répondre à votre question pour laquelle j'ai voté, nous pouvons lutter tous ensemble contre ce fléau. Et vaincre surtout, c'était la question. Bien sûr. Alors je ne parle pas de la question politique, je me lance pas dans les débats avec l'Arabie Saoudite qui est certainement la cause comme le prétend M. Sifawi et il a raison. Moi je parle à un niveau tout à fait national et local. Je vais pousser un coup de gueule. Ouais. J'aimerais beaucoup que nous soyons aidés et soutenus par la communauté musulmane, enfin les musulmans modérés, ceux qui pratiquent leur islam chez eux tranquillement en ayant une vie sociale en France tout à fait de nationalité française. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que le problème vient d'eux, hein. Cette religion nous est importée finalement, elle n'est pas dans notre culture, c'est pas Monseigneur qui va dire le contraire, hein. Ce n'est pas tellement la culture française, ce n'est pas nos racines, c'est une culture religieuse qui nous est imposée, qui nous est exportée avec tous les problèmes de structuration qu'elle connaît, alors que nous les catholiques et les chrétiens nous avons fait notre nettoyage il y a de nombreuses années, eux ne l'ont pas fait, ils sont très en retard, c'est un peu archaïque comme mode de fonctionnement, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... Voilà, tout le monde peut prendre la parole et prendre sa mosquée. Alors, on peut lutter contre, grâce à la collaboration de la communauté musulmane française qui doit cesser de fermer les yeux tout en sachant que parmi eux, il y a des brebis galeuses. Il faut les dénoncer parce que quand on entend les interviews sur les chaînes d'infos, suite à un attentat, une agression de ce type, c'est un brave type, il était formidable, il allait à la mosquée, il allait ci, ça, oh, mais il est merveilleux, il emmène ses enfants à l'école. Non, 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 les brebis galeuses se cachent parmi eux, il faut qu'ils les dénoncent, qu'ils aient le courage de les montrer du doigt, de les dénoncer, afin que la justice et que le gouvernement français puissent prendre des mesures pour éloigner ces gens, pour les museler et pour les faire rentrer dans le rang, et grâce aux autorités musulmanes religieuses. Oui, ben, on comprend hein, ce que vous dites, effectivement, très précisément. Après, le défi est immense, c'est ce que vous dites un peu, Monseigneur Dominique Ray, hein, oui, dans votre livre. Forcément, il y a une responsabilité des communautés musulmanes pour pouvoir endiguer cette violence. La responsabilité revient d'abord, bien sûr, aux musulmans eux-mêmes, mais c'est aussi une prise en charge de l'ensemble de notre société. Ça passe d'abord par l'éducation, par aussi le lien avec les familles, etc. C'est tout un... Lorsqu'on parle de violence et de radicalisme, il faut le prendre à son germe. Son germe, il est dans à la fois des phénomènes sociologiques, éducatifs, etc., qui s'entrecroisent, qui se cumulent et qui font qu'on en arrive à ce jusqu'au-boutisme, à cette volonté de refuser un monde qui paraît injuste, éloigné de Dieu, et on l'utilise la violence pour, au nom de service de Dieu, se servir en fait de la violence pour agresser ceux qui ne confessent pas la même foi. Voilà. Dans votre livre, vous dites que le christianisme, de son côté, n'a pas toujours été au rendez-vous justement pour subvenir aux besoins ou aider les plus démunis, et que ça a laissé d'autres propositions spirituelles à tous ces gens. Donc, est-ce qu'il y a une responsabilité aussi ? Je dirais fondamentalement, quand on relit l'histoire, et c'est là le rôle aussi d'une institution comme l'Église, c'est de relire l'histoire, de voir qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas correctes. On pense aux inquisitions, aux croisades, etc., à des événements ou à des situations plus contemporaines. Ce travail-là, c'est de dire, au fond, c'est pas en cohérence avec le message que l'on veut communiquer au monde. Et il faudrait que ce travail, je dirais, herméneutique, d'interprétation, de relecture, soit aussi fait à l'intérieur des communautés. Et il passe par un dialogue interreligieux, quoi. Et je le crois fondamentalement. Oui, vous appelez de vos voeux, justement, à ce dialogue. Mais ça, c'est difficile. Et pour répondre à François, peut-être, Mohamed Sifawi, sur ce qu'il disait, grosso modo, il dit, il faudrait qu'on fasse le ménage au sein de la communauté musulmane elle-même, quoi. Ce que vous disiez tout à l'heure, quoi. Mais bien sûr, ce que je disais en préambule de mon propos, c'est que le problème aujourd'hui, quand des musulmans, et je le vois souvent, veulent faire le ménage, ils sont fragilisés, y compris par des non-musulmans. On a un paradoxe extraordinaire. Je vous donne un exemple, celui que je citais en introduction de mon propos. En septembre dernier, donc la Ligue islamique mondiale, qui est quand même une instance officielle de l'Arabie saoudite, s'invite à Paris, convoque les différents courants religieux, donc les catholiques, les protestants, les juifs, pas les musulmans, pas les représentants officiels des musulmans de France. Et on a été quelques-uns à appeler l'ensemble des communautés religieuses à ne pas
validé cette mascarade, personne ne nous a écoutés. Et toutes les représentations religieuses étaient là. Il se trouve que si, de ce côté-ci, on valide que l'Arabie Saoudite est le référentiel islamique, on ne peut pas, après, se prévaloir d'un discours qui dirait, très convenu, qui dirait attention, pas d'amalgame, puisque l'amalgame est fait. Si on considère que les musulmans, c'est l'Arabie Saoudite, c'est qu'on est en train de dire que l'islam, c'est l'Arabie Saoudite. Ce qui est totalement faux, ce qui est une injure, justement, à ceux que la rhétorique habituelle désigne comme les musulmans modérés. En gros, qui sont des musulmans non politisés. Et cela existe. Les musulmans politisés ne sont pas les représentants de l'islam. Et ça, il faut se le dire une fois pour toutes. Alors, je comprends que des autorités religieuses aient besoin de trouver des interlocuteurs. Il faut les chercher. Il faut les chercher, il faut les consolider, il faut les légitimer. Mais il faut cesser absolument de parler avec des gens qui usurpent ces fonctions. On a vu, par exemple, des dialogues interreligieux avec Youssouf El-Qaradawi, le maître à penser des frères musulmans. On a vu des dialogues interreligieux avec des représentants du salafisme international. Alors, pas seulement en France ou ailleurs en Occident. Et ça, c'est anormal, parce que, d'un côté, des personnes qui tentent justement de porter une parole à la fois d'un islam progressiste, etc., sont réduits à néant, marginalisés le plus souvent. Et ensuite, on dit, il n'y a personne. Pour qu'il y ait quelqu'un, il faut que ceux qui s'expriment de façon positive soient, je dirais, renforcés, légitimés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, mais sur la scène, au centre du village, comme y on compris dit, sur la scène internationale. Allez, nous continuons d'en parler jusqu'à 10h. 13 novembre, peut-on vaincre le terrorisme islamiste? Vous êtes quand même assez optimiste. Oui. 64% oui, évidemment, mais dans vos réactions, évidemment, il y a beaucoup de... le chemin est long, quoi. Le chemin est très long, entre comme on l'a autres, vécu. Ariane de Fouquier qui nous dit, à condition qu'il existe une volonté politique qui mette les moyens. Entre autres, il y a Jean qui nous dit oui, il faudrait que nos politiques soient conscients que c'est une guerre déclarée, il manque beaucoup de courage et ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Voilà, vous pouvez commenter bien sûr sur Twitter et Facebook et on attend vos appels au 0826 303. Il est 9h48. Et c'est la suite de notre enquête. Merci d'être avec nous ce matin jusqu'à 10h. Le Grand Matin Sud Radio avec Élise Bogossian ce matin, Mohamed Sifawi et Monseigneur Dominique Ray. Et on parle bien sûr de cette date anniversaire du 13 novembre. Peut-on vaincre le terrorisme islamiste ce matin? Oui, et on le disait, Mohamed Sifawi, en introduction tout à l'heure, ce qui est un peu quand même inquiétant, c'est l'infiltration aussi au sein, alors on l'a vu, des universités, un peu localement aussi de certaines mairies. Est-ce que les frères musulmans, à travers ces relais, peuvent avoir de la puissance? Alors, il faut bien observer ce que veut dire cette infiltration. C'est plus l'infiltration par la pensée que l'infiltration par des individus. C'est-à-dire, il ne faut pas voir que des islamistes sont tapis partout dans l'ensemble des institutions. Non, mais il y en a quelques-uns, ce que vous dites. Il y a une pression sur les élus quand même. Mais quelque part, c'est secondaire. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que nous avons une inversion des choses. Et par exemple, le voile est brandi comme un élément de la célébration du féminisme. Le voile islamiste. Nous avons par exemple le délit de blasphème qui est réintroduit de manière insidieuse lorsqu'il s'agit d'islam uniquement. Le refus ou le fait d'atrophier le débat public est perceptible, on le voit à travers notamment des relais d'extrême gauche dans les universités. J'en ai fait les frais personnellement récemment à la Sorbonne, puisqu'un module de prévention de la radicalisation que je devais enseigner en formation continue a été littéralement censuré sur la pression de groupuscules islamistes ou islamisants et d'extrême gauche. Vous parlez aussi de la victimisation et de la sémantique ? Alors, il y a la victimisation qui est une sorte de constante chez les islamistes, c'est-à-dire qu'il y a une déconstruction ou plutôt de l'abattage de certaines digues morales qui se fait par l'attitude auto-victimaire exacerbée. C'est quand ils se présentent comme victimes qu'ils se permettent intellectuellement de s'autoriser à abattre l'autre, à le neutraliser, à le diaboliser, à le détruire, y compris physiquement. En gros, ils se mettent dans une dynamique de légitime défense. Sur la question de la sémantique, elle est fondamentale, parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'a frappé depuis une vingtaine d'années, quand j'ai fait, il y a 20 ans, un livre intitulé « La France malade de l'islamisme », quitte à écouter des cris d'orfraie de gens qui ne voulaient pas voir cette réalité, ce qui m'avait frappé déjà, alors, c'est en voyant des jeunes, des adolescents, qui sont aujourd'hui de jeunes adultes, qui étaient français,
et parfois français, non pas français d'héritage, français de parents, français de naissance, français de terre, français de filiation, tout ce qu'on veut, et qui avaient embrassé l'islam d'une façon ou d'une autre, et qui commençaient à dire « nous et vous les Français ». Ouais. Alors je dis « mais nous qui ?» Nous les musulmans et vous les Français. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'identité, de substitution qui est devenue l'islam. Qui devient un État. Qui devient une sorte d'identité à part à l'intérieur de la nation. Et ça, c'est très problématique. On a laissé faire et on a laissé accroître ce signe qui n'est pas rien. C'est-à-dire quand vous avez un jeune, je prends le cas du 13 novembre, un jeune qui est né à Drancy, pour citer celui-ci, qui a grandi dans ce quartier qui est à quelques kilomètres de là où nous sommes actuellement, et qui finit au Bataclan avec une ceinture explosive pour tuer ses compatriotes, c'est quelque chose, qui doit nous interpeller, y compris sur le plan philosophique. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Voilà un jeune garçon qui est né en France, qui a fait l'école de la République, qui a grandi en France, qui a eu des amis français, qui a côtoyé des Français, qui a travaillé avec des Français, à la RATP notamment, et qui finit chez Daesh pour revenir totalement idéologisé, endoctriné, rempli de haine et de volonté destructrice pour aller tuer de jeunes gens de son âge, de sa génération, peut-être certains de ses anciens camarades de classe, qui ont eu le tort d'être présents dans une salle de spectacle pour s'amuser. Je veux dire, ça, on ne peut pas, moi je ne peux pas, j'y pense régulièrement, je ne peux pas le faire passer comme si c'était un fait totalement anodin. Parce que ce n'est pas anodin. C'est un véritable défi, comme vous le dites dans votre livre, Monseigneur Dominique. Oui, tout à fait. Mais ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir les racines, finalement, de cela. Alors, on parle d'étatisation du religieux, phénomène manipulatoire, etc. Mais ça intervient aussi dans une société qui s'est coupée de la transcendance. Et je crois que je peux dire aussi que le fondamentalisme se déploie sur une espèce de vide existentiel que beaucoup de nos contemporains trouvent. Et c'est des jeunes souvent désocialisés, qui connaissent des fractures familiales, etc., qui trouvent là une solution qu'on leur offre un peu rapide de salut. Alors que leur vie est un énorme échec. On va sauver. Alors, derrière tous ces enjeux concernant la radicalisation, il y a une manipulation des consciences sur la base quand même d'une errance spirituelle, d'un manque de transcendance, d'intériorité que n'offre plus une société où la fabrique du christianisme ne fonctionne plus. Une note d'espoir quand même, Élise Bogossian, avec votre fondation Élise Kerr. Si on prend conscience en fait de tout ça, vous estimez qu'on peut réussir à retourner en tout cas quand on est sur le terrain, on passe notre temps à faire le constat de notre échec. C'est vrai, on essaye de sauver une vie, Et quand ça marche, quand on a des enfants qu'on récupère, parce que nous, on a des indicateurs pour mesurer justement leur réinsertion, la coexistence sociale, pacifique, avec d'autres enfants, d'autres religions aussi, on s'aperçoit que quand on prend le temps, ça marche. Et il y a des catégories d'âge où ça marche mieux, et je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être passer plus de temps avec les jeunes, les très jeunes aussi, et faire ce travail-là en amont, parce que quand on prend le temps, qu'on met les moyens, vraiment ça marche. On terminera sur cette note d'espoir. Merci. Vous pouvez soutenir d'ailleurs l'association Élise Kerr. Merci beaucoup Élise Bogossian pour votre travail. Merci Mohamed Sifawi pour ce livre Taqiya, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France, aux éditions de l'Observatoire. Et Monseigneur Dominique Cray, merci beaucoup. Évêque de Fréjus-Toulon et auteur de ce livre L'Islam, menace ou défi, aux éditions Artege. Voilà, ça vous permettra d'avoir votre propre opinion en tout cas sur le sujet.